Pour Patrick Balkany, ce vendredi est un jour comme un autre. Pourtant, la suite de sa carrière politique en dépend. Car non seulement le maire de Levallois-Perret encourt une condamnation, 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité ont été requis à son encontre, mais le parquet a également demandé que Patrick Balkany soit arrêté à l'audience cet après-midi, autrement dit qu'il dorme dès ce soir en détention. Patrick et Isabelle Balkany à Levallois, c'est une longue histoire. Une histoire d'ambition, d'amour, de fureur, de dévouement, d'intérêt personnel aussi. La rencontre de la jeunesse dorée des années 80 avec une ville ouvrière de la banlieue parisienne, Levallois. Un îlot de 240 hectares aux portes des quartiers chics de la capitale et de Neuilly. La ville est dirigée depuis presque 2 décennies par le Parti communiste. Les Balkany se lancent à corps perdu dans les élections municipales de 1983. Nous avions une envie commune de faire en sorte que cette ville soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous étions portés par un projet, nous avions des convictions. Et je peux vous dire que dans cette équipe, nous étions de tous les milieux sociaux. Et il n'y avait pas de différence. Et c'est vrai que nous étions un peu comme une famille, c'est vrai. Le couple Patrick-Isabelle se sont investis, y compris au niveau financier, puisque ils ont dépensé beaucoup d'argent personnel. Ils étaient là-bas jour et nuit quasiment. Ils ont remporté de haute lutte cette mairie communiste qui était tout à fait difficile. C'était un très beau combat. Patrick passait ses journées à faire du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'il a été voir chaque Levalloisien pendant 5 ans. Donc les aspirations des Levalloisiens, nous les avions. Le constat de gestion de l'époque, nous l'avions. Il n'était pas extraordinaire, il faut bien reconnaître. Et nous avons ensemble créé un projet. Et nous l'avons proposé aux Levalloisiens. Et nous avons été élus en 83 sur ce projet. Certains quartiers sont proches de l'insalubrité. Immeubles vétustes, manque de confort et d'hygiène. Les communistes ont bien multiplié les constructions HLM. Elles représentent 1/3 des logements. Mais les immeubles ont mal vieilli. Ils ont besoin d'une sérieuse rénovation. La nouvelle équipe en fait sa priorité. Elle tient à conserver l'électorat populaire qu'elle vient de conquérir. Balkany a obtenu du Conseil général des Hauts-de-Seine l'argent nécessaire pour refaire tous les bâtiments. Nous avons changé, sur ces instructions, nous avons changé la vie de dizaines de milliers de gens. L'équipe Balkany dispose d'un atout majeur. Des hectares et des hectares de terrain en friche après la disparition des ateliers, des usines de parfums, de cycles, d'automobiles, d'aviation qui, au XIXe siècle, ont fait de Levallois une ville industrielle. Le jeune et entreprenant Patrick Balkany va jouer de ses relations pour attirer les investisseurs et non des moindres. Francis Bouygues arrive à Levallois. Patrick Balkany l'emmène sur les terrains des usines, où là, c'était pas démoli, rien du tout. Il dit voilà, je veux créer du logement libre, je veux faire venir des gens qui ont des moyens, parce qu'il faut aussi, quand vous faites venir des gens qui ont des moyens, vous faites aussi venir de l'impôt, n'est-ce pas? Et je veux créer des équipements publics, je veux faire un lycée, voilà. Mais la préemption de ces terrains représentait la totalité du budget de la ville pour une année. Donc Bouygues, quand même, Francis Bouygues, lui envoie une lettre et lui dit qu'il s'engage pour acheter la moitié des terrains. Et puis évidemment, à la suite de ça, quand Francis Bouygues s'est engagé, bien entendu, les autres promoteurs sont arrivés en courant. Et c'est comme ça que nous avons réussi à faire ce qu'on a appelé la ZAC du Front de Seine, qui était à l'époque la plus grande ZAC d'Europe. Cette manne de terrain, qui va permettre la métamorphose de la ville, est gérée par le nouveau maire Patrick Balkany à travers une société d'économie mixte créée dans les années 60 par les communistes, la Semarelp. C'est cette société en fait qui gère toutes les constructions publiques, mais qui, par l'intermédiaire d'une de ses filiales aussi, a la main aussi sur les constructions privées. On ne peut pas arriver sur le privé ici, tous les terrains sont préemptés par la ville. Toute opération passe nécessairement par la main de la mairie et de ses architectes.
Ce furent des années flamboyantes. Je pense que c'est la plus belle période à Levallois, puisque c'est la période où nous avons totalement changé cette ville ensemble. Cette ville, nous l'avons fait passer de l'ère industrielle à l'ère tertiaire. C'est une ville pour laquelle nous avons créé un projet, un mini-projet de société, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que nous avons réussi à faire venir un certain nombre d'entreprises, des sièges de société, qui ne voulaient pas venir à l'époque à Levallois. Ils étaient sur les Champs-Élysées, Hachette Philippe Aki par exemple, qui étaient sur les Champs-Élysées. Vous pensez bien que les journalistes à l'époque chez Hachette Philippe Aki n'avaient pas du tout envie de venir à Levallois. Eh bien, nous avons réussi à faire venir toutes ces entreprises, à créer de la richesse. Parce que nous avons créé de la richesse, c'est ce qui a été le plus bénéfique pour ceux qui en avaient le plus besoin. Les époux Balkany se dépensent sans compter. Au fil de leur mandat, ils multiplient les inaugurations. Un lycée, un conservatoire de musique, une médiathèque, un commissariat de police, un palais des sports, un club omnisport dont la réputation s'étend vite au-delà de Levallois. Ils sont omniprésents dans leur ville, qu'ils arpentent d'un bout à l'autre de l'année. Ils soignent leurs électeurs. Isabelle Balkany fait toutes les écoles, tous les conseils municipaux. Patrick fait toutes les manifestations sportives. Donc les gens les voient. C'est des maires qu'on voit assez facilement. Puis alors la ville est assez petite, donc la proximité est là. Et puis autre chose aussi, c'est eux qui font tout finalement. Les adjoints, on les connaît pas pour ainsi dire. Mais en tout cas, à chaque fois que vous obtenez quelque chose à Levallois, c'est accompagné du fait qu'on vous explique que vous êtes vraiment extrêmement chanceux, quoi. Tout est considéré comme un cadeau. En fait, tout service est considéré comme un cadeau, et un cadeau du maire, pas un cadeau de la ville, alors que ce sont les contribuables en fait, qui prennent en charge ces cadeaux. Rien n'est trop beau pour les Levalloisiens. C'est toujours plus grand, toujours plus fort. On reconstitue Venise ou Deauville dans le centre-ville, au pied des HLM. On organise un championnat du monde de boxe. Et on peut dire que c'est une réussite totale à apporter au crédit du maire de cette ville de la banlieue parisienne. Patrick Balkany, c'est un jeune maire, mais qui a fait beaucoup pour sa ville. Et chaque année, les parades de carnaval sont autant d'occasions de célébrer la magnificence du maire qui se met en scène. C'est merveilleusement bien, c'était formidable. Les enfants sont contents. Ah ben voilà, il crie vive monsieur le maire, alors c'est que tout va bien, le carnaval s'est merveilleusement bien passé. Nous avons eu des chars magnifiques, merveilleux, une ambiance formidable et du soleil toute la journée, pas une goutte de pluie. Alors je crois que tout le monde est content. Vous serez prêts à recommencer ? Ah oui, on va recommencer tous les ans et on va le faire de plus en plus gros, de plus en plus joli et on va essayer de faire encore un effort encore plus important l'année prochaine. Ce système, il est assumé et décomplexé, c'est-à-dire qu'on a une volonté de répondre aux attentes des administrés, mais on va au-delà, c'est-à-dire qu'on propose et on est dans une forme de surenchère permanente. Le clientélisme, c'est de proposer à 10 000 personnes de 60 ans et plus chaque année, de les emmener sur des péniches, de les emmener au Lido et de leur en mettre des paillettes plein les yeux toute l'année. Isabelle publie des livres depuis des années, qu'elle co-signe avec des historiens, elle compile des cartes postales, parle de tel ou tel sujet. Le but du jeu étant de lier à chaque fois le nom Balkany à Levallois. Donc forcément, sur le long terme, ça marche. C'est cette communication qui a permis de construire cette image, qui leur a permis de perdurer, parce que, on le sait, la communication en politique est extrêmement importante. Et en la matière, Patrick Balkany sait y faire. Tout Levallois est par exemple convié au 8e mariage du producteur de musique Eddie Barclay, en présence d'une pléiade de vedettes. Nougaro, Carlos, Darry Cole, Robert Hossein, Eddie Mitchell. Cette même année 1988, Patrick Balkany, fort de sa réussite à Levallois, décroche un siège de député des Hauts-de-Seine avec Didier Schuller comme suppléant. Dites donc, il est tout neuf, il sort de l'emballage, celui-là. Hein. Patrick Balkany
sa qualité, sa force première, au-delà de la ténacité, c'est son flair politique. C'est quelqu'un qui a une vraie intuition à sentir et à vouloir porter des projets parce qu'il le sait, un homme politique est jugé sur son bilan et son bilan, ce sont ses réalisations. Et il faut réaliser. Vous savez, Patrick Balkany, c'était un chef. C'est lui qui décidait. Mais ce qui était passionnant, c'est que nous avions de vraies discussions. Ça a toujours été comme ça. Nous parlions, si nous n'étions pas d'accord, nous nous disions. 1989, année faste. Patrick Balkany est réélu au premier tour maire de Levallois. Les immeubles poussent comme des champignons. La Semarelp brasse des centaines de millions de francs. Dans ces années 80-90, les pratiques douteuses dans les attributions de chantier sont monnaie courante pour financer les partis politiques. Les années Balkany, c'est toute une époque. Donc c'est l'époque de l'argent roi, où l'argent ruisselle partout. C'est l'époque, notamment dans les Hauts-de-Seine, des grands projets immobiliers, des appétits voraces. C'est l'époque aussi où le financement politique n'est pas encore totalement encadré. Il commence à y avoir des premières mesures, mais ce n'est pas encore très clair. Ça viendra dans les années 90. Et c'est une époque aussi où tout le monde, finalement, considère qu'un homme politique qui prend un peu d'argent en marge d'un contrat, bon, c'est pas terrible, mais ils font tous ça. C'est pas si choquant que ça. Et donc, Balkany, il rayonne dans ce cadre-là. C'est une période qui appartient à un autre temps. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner une période au regard des règles qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était une période où il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de règles de financement électoral. La politique était complètement hors champ. Et oui, on sait qu'à droite comme à gauche, il y avait du liquide qui circulait, avec des origines un petit peu douteuses, etc. Toutes les entreprises, elles finançaient les marchés publics. Et elles se partageaient les marchés publics. C'est-à-dire qu'il y avait des réunions au niveau patronal, elles se mettaient d'accord, elles se réservaient tel ou tel territoire, parce qu'elles avaient des contacts plus précis avec tel ou tel, et ensuite elles versaient entre 2, 3, jusqu'à 5% du montant du marché public, qui était ensuite reversé jusqu'à la loi Rocard en liquide. Mais c'est vrai que c'est une époque assez délirante où les Bouygues, les SAE, les grandes entreprises, c'était presque du racket. On était obligé de donner des dizaines de millions de francs à l'époque pour obtenir des contrats. Il fallait payer les décideurs politiques et Patrick Balkany prenait sa dîme assez systématiquement quand c'était sur le Valois. Il y avait aussi le Conseil général des Hauts-de-Seine qui était tenu. Alors il y avait à la fois Schuller, il y avait Pasqua, enfin toute la banque du 92 et il fallait payer. Alors l'argent il servait à quoi ? Pour partie bien sûr à financer les activités du RPR, puis bientôt les baladuriens. Et puis une partie à de l'enrichissement personnel, il ne faut pas se mentir. Dès lors qu'il n'y a pas, et ce qui était le cas à droite, moins ou pas de contrôle sur ces dîmes de promoteurs, l'argent arrivait sur des comptes suisses. Et Balkany et Schuller ont géré la cagnotte des Hauts-de-Seine, du RPR. Et le vrai problème, c'était, est-ce que cet argent restait de l'argent politique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il était ensuite utilisé pour les campagnes électorales, pour le fonctionnement des partis ? Ou est-ce que cet argent, parfois, collait un peu dans les mains et devenait ensuite de l'argent personnel ? Et ça a été le vrai problème au niveau de ce qu'a pu faire effectivement Patrick Balkany. Le premier accroc dans la fulgurante carrière de Patrick Balkany apparaît sur un chantier au cœur de la ville. Alors ici, là, on est en face de la mairie de Levallois, qui est dans mon dos. Et tout à fait en face, vous avez un immeuble qui a été construit dans les années 80 par la Cogedim et dans lequel Patrick Balkany et sa femme vont occuper, après avoir acheté pour 7 millions de francs, un duplex de plus de 500 mètres carrés. Selon l'opposition, c'est bien en dessous du prix du marché. Curieusement, peu après, la justice met à jour un réseau de surfacturation sur différents chantiers Cogedim, dont certains à Levallois. Les sommes collectées partent sur des comptes en Suisse et reviennent discrètement en France sous forme de billets de banque. Il y avait de l'argent que Patrick Balkany devait verser au maire de Paris, c'est-à-dire Jacques Chirac. Au même moment, il y a eu la première affaire judiciaire qui concernait Patrick Balkany, qui était l'affaire de la Cogedim. Et donc, il y a eu des perquisitions à Levallois, etc. Et pratiquement le même jour, on m'apporte, je veux dire de mémoire, 2 ou 3 millions de francs
en liquide. Et cet argent, je me suis dit, mon Dieu, mais si j'ai une perquisition. Donc j'avais enterré cet argent dans la forêt, à côté de ma maison. 8 jours ou 10 jours plus tard, je l'ai ramené à Paris et nous l'avons apporté à la mairie de Paris, au maire de Paris. Dans cette affaire, un entrepreneur et quelques lampistes sont condamnés. Les politiques, dont Patrick Balkany, passent à travers les mailles du filet. Mais les années 90 commencent mal pour les élus des Hauts-de-Seine, car les juges s'intéressent de plus en plus au financement politique. La vache à lait des partis, ce sont les HLM et leurs chantiers, qui brassent des sommes considérables avec pots de vin, surfacturation, rétrocommission, entente illicite. Patrick Balkany, président de l'office départemental HLM, et Didier Schuller, directeur général, sont dans le collimateur des juges. Les enquêteurs devront maintenant immanquablement entendre Patrick Balkany, le maire RPR de Levallois, mais surtout le président de l'office HLM. Patrick et Didier Schuller ont fait les 400 coups. Ils ont été, dans les années 80, ils ont été de larrons en foire. C'était la grande vie, c'était la grande époque de la politique. Ils avaient la vie devant eux. Donc ils ont été très amis. Quand le juge Alphen déboule dans tout ça dans les années 95, ça fait peur à toute la fourmilière du RPR de l'époque, puisqu'il y a de l'argent liquide dans toutes les permanences, des montagnes d'argent liquide. Ça déclenche une panique générale, à tel point que Didier Schuller part en cavale. C'est pas rien la cavale, c'est une attitude de truand de partir en cavale. Et puis sa cavale, elle est financée. Parce qu'il va partir 7 ans en cavale, ces 7 ans, ils sont financés, encore une fois, à coup d'argent liquide. Didier Schuller n'est pas rentré à Clichy. Mais rien, pour l'instant, ne l'oblige à rentrer. Il n'est ni convoqué par la justice, ni recherché par la police. On sait parfaitement qu'il a pris la fuite avec une protection très efficace d'hommes politiques. Donc vous voyez, vous cherchez un individu, et puis la police fait ce qu'elle peut, et ensuite, quand vous avez à peu près réussi à le localiser dans tel pays, vous apercevez qu'en fait, il a bénéficié de protection pour le faire échapper à la justice. On m'a fait partir, j'ai quitté la France pendant 7 ans, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon statut de haut fonctionnaire, mes problèmes familiaux ont été extrêmement graves, j'ai perdu ma situation, j'ai perdu ma carrière politique. Patrick Balkany, proche de Charles Pasqua, accuse la magistrature en général et le juge Alphen en particulier de ne pas respecter la présomption d'innocence et de violer le secret de l'instruction. Les juges peuvent mettre en cause qui ils veulent sur leur intime conviction, sans avoir de faits ou de preuves établies, mais où il faudrait que, par contre, l'homme politique, les autres, ceux qui ne sont pas juges, eux ne devraient jamais avoir à critiquer la justice. L'affaire des HLM, c'est devenu une affaire d'État, puisqu'elle s'est mélangée avec le problème de l'élection présidentielle de 1995, de la lutte au couteau entre Chirac et Balladur. Puisqu'il n'y aurait pas eu cette affaire, Balladur le dit lui-même, il aurait dû normalement être élu président de la République. Patrick Balkany avait pris position pour Balladur, donc ça a tangué sévère. Et puis, Patrick Balkany a perdu la mairie de justesse, mais l'a perdue. Ce balladurien, qui a vu son nom mêlé à plusieurs affaires, a dû s'incliner face au très jeune chiracien Olivier Chazot, qui a créé l'une des surprises de ce second tour. Ils perdent la mairie parce qu'ils ont soutenu Balladur contre Chirac. S'ils avaient été chassés pour des raisons judiciaires, ils ne seraient pas revenus. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le vent continue de tourner pour les Balkany. En 1996, sur la plainte de la nouvelle équipe, ils sont traînés en justice pour avoir employé du personnel municipal à titre privé dans leur manoir de Giverny. Condamné à 2 ans d'inéligibilité, Patrick Balkany s'exile sur l'île de Saint-Martin, aux Antilles, dans une luxueuse villa nommée Pamplemousse. Sa peine purgée, il revient en 2002 dans son fief à Levallois et il remporte la mairie sans coup férir. Mes chers amis, je ne vous dirai pas le contraire, c'est toujours agréable et c'est toujours émouvant de se faire élire. Dans le même temps,
La cavale de Didier Schuller prend fin. Il regagne la France, séjourne 3 semaines en prison et attend son procès. Quand Schuller revient, il se tait. C'est-à-dire Schuller sauve Balkany dans un premier procès aux Hauts-de-Seine, et puis dans l'instruction, Schuller ne dit rien. Schuller fait semblant de parler, prend tout sur son dos, et en réalité, on l'apprendra des années plus tard, Schuller bénéficie de l'aide discrète, souvent en liquide, de Balkany lui-même. J'ai été condamné à 1 an de prison pour financement illégal de campagne électorale. Et effectivement, j'ai été le fusible numéro 1 des financements des Hauts-de-Seine, du RPR. Et puis, j'ai fermé ma gueule pendant encore très très longtemps. Didier Schuller couvre les Balkany. Alors que la police, dans son enquête sur les HLM des Hauts-de-Seine, a depuis longtemps fait d'intéressantes découvertes. On découvre des systèmes financiers qui sont assez complexes, avec l'émergence de sociétés offshore, de sociétés de banques au Liechtenstein, de banques en Suisse, qui fera l'objet de notre part, de notre service, de 2 rapports. Un premier rapport en 1998 qui va mettre à jour un certain nombre d'entités, et un deuxième rapport qui est j'allais dire, consolidé, en 2001, qui confirme un certain nombre de choses, entre autres l'existence de biens de patrimoine à Saint-Martin, à travers les villas Pamplemousse et Serena. Il y avait des liens qui, sans doute, auraient dû permettre d'investiguer plus loin. On est au milieu des années 90, il y a des rapports qui sont transmis à des juges, au parquet, à des juges d'instruction, et aucune suite n'est donnée. Donc on ne peut pas ne pas se poser la question de la protection éventuelle. On le sait, Patrick Balkany est un Pasqua Boy. On imagine bien la proximité éventuelle entre ces 2 hommes à l'époque. C'est une hypothèse qui est crédible. D'autant que si on regarde l'agenda politique, on s'aperçoit qu'en 2002, les sarkozystes reviennent en cours. Et donc notamment Sarkozy qui va devenir ministre de l'Intérieur en 2002. Alors c'est une hypothèse, est-ce que Balkany a bénéficié de protection? On ne sait pas. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent la cécité de la justice et de la police. Il y a eu, je pense, des magistrats peu courageux, qui avaient peur de s'attaquer à Balkany et ce qu'il y avait derrière, notamment Nicolas Sarkozy. Et l'homme fort de la droite, c'est Sarkozy. Tout le monde le sait en 2002, c'est lui le prochain candidat et sans doute le prochain président. Et Nicolas Sarkozy, il faut le savoir, a des réseaux très puissants dans la police, qui va cultiver à l'intérieur, mais aussi dans la justice. C'est un homme de réseau. Et il est clair qu'il y a eu des systèmes des instructions, il y a eu des peurs de s'attaquer notamment dans les années 2000, à celui qui était ministre de l'Intérieur, qui était tout puissant et qu'il ne fallait pas déterrer ces histoires. Et c'était très facile de les enterrer puisqu'elles avaient déjà été jugées. Donc c'était très facile de dire mais tout ça c'est des vieux trucs, c'est bon, Balkany, on l'a jugé, il a été relaxé, c'est terminé. Sauf que non, les pistes étaient encore là. Et donc je pense qu'il y a eu à l'époque j'allais dire une pression au sens large, je ne parle pas d'un coup de fil, je parle d'une pression au sens large sur l'institution policière et judiciaire, de ce qu'on appellera la Sarkozy, qui a empêché ces enquêtes de prospérer. Le juge d'instruction, par lui-même tout seul, il ne peut rien faire. Il a sa greffière et son ordinateur. Mais il ne peut pas travailler sans la police. Donc, vous êtes obligé de donner une commission rogatoire à un service spécialisé. Mais encore faut-il que ce service ait les moyens de fonctionner. L'Office public d'HLM des Hauts-de-Seine, l'affaire où Patrick Balkany était impliqué, eh ben finalement, j'étais avec un autre juge d'instruction, on n'a pas arrêté de supplier les services de police pour simplement qu'ils fassent leur travail. Et ce n'était pas simplement de la mauvaise volonté, c'est simplement qu'on ne mettait pas suffisamment d'inspecteurs, de policiers dans ces services-là. On préférait les mettre ailleurs, mais ce n'est pas pour rien. Quand une affaire sortait, parce qu'on sortait souvent une affaire, puis une autre qui était liée, puis une perquisition qui amenait... Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on saucissonnait les affaires pour essayer de confier les dossiers à un juge d'instruction ici, à Paris, un autre à Créteil, un autre à Nanterre, un autre à Paris, enfin voilà. C'est comme ça que ça se passait. Et puis on essayait de lasser le juge d'instruction. Entre 2002 en gros et 2012, c'est un trou noir. On peut faire des hypothèses sur les explications de ce trou noir. Est-ce que le dossier n'était pas suffisamment étayé, mais auquel cas on aurait pu nous demander d'aller plus loin?
Et donc, à partir de 2002-2003, on n'entend plus parler de rien. Durant toute cette période, à Levallois, les pelleteuses sont toujours à l'action. Le député-maire Patrick Balkany, sûr de lui, est au fait de sa puissance. Nous allons fêter, remercier, En 2004, il reçoit en grande pompe les sportifs de Levallois au retour des Jeux Olympiques d'Athènes. qui rentrent d'Athènes. 2007, apothéose. Patrick Balkany conserve son siège de député et Nicolas Sarkozy devient président de la République. Pour son deuxième mandat, il a un copain président. Il a son ami d'enfance qui est président de la République. Et alors là, selon le slogan, tout devient possible. Je pense qu'ils se sont dit à l'époque, ça y est, on devient intouchable parce que notre ami est président de la République. Quand vous allez à l'Élysée, souvent, peut-être ça vous fait pas perdre un peu la tête, parce que c'est pas ça, c'est pas le mot, mais oui, peut-être qu'on touche un peu moins terre. C'est possible. On le voit par rapport à la gestion de la commune, on le voit par rapport aux affaires, ce que l'association des contribuables de Levallois a mis en exergue, a mis en avant sur la gestion de l'argent public. Il y a une démultiplication entre 2007 et 2012, c'est-à-dire sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Politiquement, il est protégé par Nicolas Sarkozy. Tu ne le nommes pas ministre sous son quinquennat, mais qui lui confie des passeports diplomatiques. Il y a une énorme inconnue qui sont ses relations en Afrique. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Afrique, Patrick Balkany, avec son passeport diplomatique pendant des années, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et quelles affaires y est-il allé faire? Alors on en a un lien, qui est cette commission de 5 millions de dollars de l'homme d'affaires africain George Forrest, qui paye une partie de cette maison de Marrakech. Cette commission est liée à l'affaire Areva qui a défrayé la chronique. Dans ce cadre, M. X, homme d'affaires, spécialiste de l'Afrique, qui veut rester anonyme, a été entendu par le juge Van Ruymbeck à propos du rôle de Patrick Balkany sur le continent africain. Je l'ai croisé plusieurs fois en Afrique. Il faisait des affaires dans le domaine matériel militaire, il faisait des affaires pour l'affaire Areva. Donc M. Forrest n'a certainement pas versé 5 millions de dollars de commission, bien plus. Le budget, c'était 2 milliards. Il y avait certainement une part pour Patrick Balkany et quelqu'un d'autre, puisque c'était le but de l'affaire. C'était gagner de l'argent, c'était pas travailler pour la nation. Je ne pense pas que M. Balkany ait beaucoup travaillé pour la nation, contrairement à ce qu'on entend dire. C'était l'homme de confiance du président, le binôme. Tout le monde se partage le gâteau, comme dans toutes les affaires. Il n'y a pas d'affaire sans un partage équitable en fonction des influences, bien évidemment. Si vous regardez le nombre de dossiers dans lesquels Nicolas Sarkozy a été impliqué, il y en a tellement, voilà, vous vous dites c'est pas forcément le fruit du hasard, ou c'est pas non plus uniquement parce que vous avez des juges d'instruction qui sont acharnés à vouloir le poursuivre. C'est tout un système qui vivait comme ça, à l'abri de la justice. Mais au bout d'un petit moment, je crois que peut-être par esprit d'impunité, ils n'ont plus tellement fait attention, ils se sont lâchés et ils ont commis des erreurs. Le début de la fin du règne Balkany, ça commence tout d'abord par leurs problèmes de gestion qui commencent à se voir. À partir de 2006, où ils se lancent dans un projet de tours jumelles qui ne verront jamais le jour et qui vont coûter en fait des dizaines, on va arriver à entre 100 et peut-être 150 millions de frais pour rien sur un projet qui n'a pas eu lieu. Et puis, il va arriver aussi la chute qui est liée, là par contre, aux affaires judiciaires. Et ça notamment, grâce à Didier Schuller. À la fin des années 2000, le hasard veut que je tombe nez à nez avec Didier Schuller. Dès le départ, Schuller nous dit... vous savez, l'histoire des Hauts-de-Seine, elle n'a pas été vraiment écrite. La vérité n'est pas connue. Moi, je la connais. J'ai toujours voulu me taire, mais je pense que je suis prêt maintenant à parler, quoi, en gros.
Et on va retomber donc sur, évidemment, les Hauts-de-Seine, sur les Balkany et sur tout le système du 92 dans lequel on va en fait replonger à travers Didier Schuller. Le début de la fin des Balkany a commencé avec cette élection municipale en 2014 à Clichy, quand Didier Schuller a souhaité être candidat à Clichy et que Isabelle Balkany y a mis un veto catégorique. Là, un grain de sable va tout changer. Et ce grain de sable, c'est le fait que Patrick Balkany promette à Didier Schuller qu'il va, si ce n'est l'aider, en tout cas ne pas s'opposer à ce qu'il fasse campagne pour la mairie de Clichy. Et puis là, un jour, Schuller découvre non seulement que la parole de Balkany ne vaut rien, mais qu'en plus, il lui a lancé contre lui à Clichy un de ses hommes à lui. Et là, ça va devenir la guerre absolue entre eux. C'est-à-dire que, alors que pendant 30 ans, Schuller a vécu dans l'ombre de Balkany, a raté sa vie dans l'ombre de Balkany. Puisque Schuller aurait tout à fait pu, il y a 30 ans, prendre la mairie de Clichy et faire de Clichy un Levallois. Schuller, petit à petit, va tout raconter. J'avoue que la moutarde m'est montée un peu au nez et j'ai accepté de rencontrer des journalistes avec lesquels nous avons repris tout le dossier des H&M pour lequel j'avais été condamné, alors que Patrick Balkany, qui était le patron, avait été mis hors de cause par la justice. Vous savez, c'est un peu dans une catastrophe aérienne. Schuller, c'était le chef de cabine de l'avion. Balkany, c'était le commandant de bord. Pasqua, c'était le directeur général de la compagnie. Et le président de la compagnie et propriétaire de la compagnie, c'était Jacques Chirac. En l'occurrence, c'est le chef de cabine qu'on a condamné. J'avais bien compris que quoi que je fasse à l'époque, avec Chirac, président de la République, ça n'aurait aucun effet. Et donc, je n'ai pas vraiment bien lu le dossier. Non. Et c'est en relisant ce dossier avec les deux journalistes en 2013 que j'ai découvert que finalement, la police avait fait son travail, qu'elle avait pratiquement tout découvert et que tout avait été soigneusement enterré. On a fait une contre-enquête de police. On était parvenu à exhumer des documents pourtant connus de la justice déjà, ce qui est intéressant. Et grâce à ces documents, on pensait avoir mis au jour le système d'évacuation des fonds au bénéfice de Patrick Balkany et de sa femme Isabelle Balkany. Donc, dès la sortie du livre, le juge Van Ruynbeck, sur la base des révélations situées dans notre livre, a convoqué Didier Schuller et lui a demandé de confirmer nos révélations, en fait. Ce qu'a fait Didier Schuller, et qui vont permettre finalement la mise en cause de Balkany, sa mise en examen. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait que tout ce qu'on a trouvé était étayé. D'ailleurs, on n'a jamais été poursuivi. Au contraire, l'enquête judiciaire nous a donné totalement raison. Ce qui a quand même fait énormément changer les choses, c'est au moins autant l'activité d'un certain nombre de médias d'investigation que le travail de la justice et de la police. Nous sommes en 2013. Le président de la République s'appelle François Hollande. Jacques Chirac n'est plus là, Nicolas Sarkozy n'est plus là, et donc la justice a enfin cherché qui étaient les véritables responsables. Pour autant, d'après ce qu'on sait, ce n'est pas François Hollande en tant que tel qui a donné des instructions. C'est simplement un contexte qui fait que la police et la justice se sont sentis plus forts et se sont dit, cette fois-ci, il n'y a plus de passe-droit. Et si on doit revenir sur les années Balkany, on reviendra sur les années Balkany. Si ça met en cause Sarkozy, ça mettra en cause Sarkozy. On peut considérer qu'il y a eu un certain tournant, mais je ne pense pas qu'il était volontaire. Il a été un petit peu contraint. C'est l'affaire Cahuzac qui a déclenché tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé assez rapidement le parquet national financier. Voilà. Et donc le parquet national financier a démarré assez vite. Et on peut dire que ça a changé le paysage politique et les processus judiciaires. Parce que vous n'aviez plus cette responsabilité judiciaire qui était éparpillée un petit peu partout en France, avec des parquets qui freinaient ou qui freinaient pas, qui accéléraient ou qui essayaient d'étouffer. Non, on a eu là une volonté affichée, en tout cas, de coopération justice-police. L'édifice Balkany est ébranlé par les révélations de Didier Schuller. Le feuilleton des convocations chez le juge d'instruction fait les gros titres de la presse, dans un mix d'indignation et de moquerie. À Levallois, les avis sont partagés.
Et le Valois, il y a ceux qui disent c'est horrible, les Balkany, les magouilles, on n'en veut plus, dehors, etc. Et il y a ceux qui disent, bon, les affaires privées, c'est ses affaires privées, ça ne nous regarde pas, c'est un bon maire, et nous on continue à voter pour lui parce que c'est un bon maire, et que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un bon maire. On ne veut pas un chevalier blanc, on veut un maire qui s'occupe de nous. Donc on continue à voter pour lui. Quand vous dites, bon, Balkany, le Valois, la corruption, il n'a pas été condamné, il n'a pas pris dans la caisse. Enfin, je veux dire qu'il a été condamné sur des affaires que je considère comme personnelles. Et puis moi, encore une fois, je n'ai jamais pris la parole ni position sur ces affaires personnelles. Mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas pris dans la caisse de Levallois. Il avait été condamné pour l'utilisation de personnel municipal, donc payé par le contribuable, à des fins personnelles. Il a été condamné pour ça. On retrouve 25 ans plus tard les mêmes utilisations de policiers municipaux utilisés en tant que chauffeurs personnels qui partent en vacances, qui les accompagnent le week-end pour des fins personnelles parce qu'on décide d'avoir un chauffeur qui part à Saint-Martin. C'est la presse qui le dit, ce sont les enquêteurs qui le disent. Ce policier part en vacances à Saint-Martin pour les accompagner. Et c'est la frontière, c'est ça qui est très continu et permanent avec les Balkany, c'est la frontière des intérêts privés et publics. On ne sait jamais où elle se situe. Leur grande erreur, à mon sens, c'est de ne pas avoir compris, lorsqu'ils sont revenus aux affaires au début des années 2000, qu'il fallait changer de comportement. Et ils ne se sont pas assagis, bien au contraire. Le système tel qu'il a été pensé, il permet d'avoir un contrôle sur tout. Alors, il y a la version officielle qui consiste à dire, comme ça, on maîtrise, il n'y a pas de dérive. Et puis, je dirais qu'on s'aperçoit quand même qu'au fur et à mesure, on a eu l'affaire Cogedim, on a eu récemment encore des nouvelles mises en examen où on s'aperçoit que des locaux appartenant à la ville, via la Société d'économie mixte, ont été mis à la disposition du gendre de Patrick Balkany, dont on nous dit aujourd'hui qu'il les a sous-loués. Or, ces locaux lui avaient été mis à disposition gracieusement. Donc on peut se poser la question du véritable intérêt du système. En fait, en gros, est-ce que la priorité, c'est l'équipement public ou est-ce qu'il y a en plus autre chose ? Patrick Balkany est mis en examen pour prise illégale d'intérêt, notamment, et détournement d'argent public dans cette dernière affaire. Vous savez, quand on aime les gens profondément, parce que je les aime profondément, on se doit d'avoir un langage de vérité. Je leur avais demandé de préparer la succession rapidement. Pas les mettre dehors. Et un jour même, Patrick me dit « quand tu me mettras le coup de poignard, préviens-moi. » Je lui dis « Mais oh, il y en a déjà les coups de poignard. Des poignards, là, vous en avez plein déjà dans le dos. C'est pas mon poignard. » Malgré les menaces judiciaires qui se précisent, après la déposition de Didier Schuller devant le juge Van Ruymbeck en janvier, la liste conduite par Patrick Balkany est élue au premier tour des municipales, avec presque 52% des voix. Bon, j'ai l'impression que ça vous fait plaisir. Patrick Balkany et Isabelle, sa première adjointe, sortent renforcés par ce scrutin. Pourtant, une première descente de police dans leur moulin de Giverny vient de mettre à jour le train de vie du couple. En visitant les 1300 mètres carrés habitables de la propriété, les enquêteurs sont allés de surprise en surprise. Personne ne pouvait imaginer, comme les enquêteurs l'ont révélé, que chaque semaine, il y avait des liasses de billets de 500 € qui traînaient dans les peignoirs, dans les costumes, qui avaient des tableaux de maîtres, des maisons, des biens immobiliers, qui avaient des chauffeurs. Personne ne pouvait le savoir. Moi, vous savez, quand j'ai connu les Balkany, j'avais 14 ans et demi, un truc comme ça. Moi, j'ai toujours connu des gens riches. Concernant leur train de vie, oui, on pouvait se douter qu'il était assez fastueux, parce que c'est dans leur goût. Mais le patrimoine, par contre, on était très loin d'imaginer les proportions que ça avait pris. Les Balkany, ils vivent avec 3 maisons offshore, 2 à Saint-Martin et 1 à Marrakech, avec le personnel qui va avec, puisqu'il y a dans chacune des maisons un jardinier, des domestiques, des femmes de ménage, des femmes de chambre. Ils vivent avec un train de vie que le fisc a reconstitué et qui est sans aucune commune mesure avec leurs revenus officiels. Alors certaines années, même le fisc rembourse Isabelle Balkany plus de 6 000 € au titre d'un trop perçu, alors que rien de tout ça n'a été déclaré.
Personne ne pouvait le savoir, sauf celles et ceux qui avaient été conviés, invités, la garde rapprochée, et peut-être certains élus qui leur ont été fidèles jusqu'à aujourd'hui, qui ont vu, qui sont allés à Giverny, qui ont vu leur manière de vivre. Ceux qui ont été invités à Marrakech, parce qu'il faut le dire, des élus du conseil municipal actuel allaient en vacances, invités par les époux Balkany à Marrakech. C'est à eux qu'il faut poser cette question. Alors moi, j'allais régulièrement au Maroc, je payais mon billet d'avion et je payais mon hôtel. Mais j'ai eu l'occasion de déjeuner et dîner effectivement dans cette villa. Quand vous êtes invité par des amis, vous ne demandez pas s'ils s'acquittent de leur taxe d'habitation ou taxe foncière. Ils avaient dit que c'était à eux, mais est-ce que c'était en location, en acquisition et par quel type d'acquisition ? Je n'ai pas rentré dans le détail. Et ils n'ont jamais évoqué devant moi la façon dont cette villa avait été finalement acquise. Les Balkany ne sont jugés que pour ces 3 maisons qui sont la partie immergée d'un iceberg. Ça n'explique pas les entrées en liquide. On ne sait toujours pas d'où vient l'argent liquide des Balkany. Eux prétendent que c'est leur fortune familiale. Mais en fait, on ne sait pas, par définition du liquide, d'où il vient. C'est ainsi que le 13 mai 2019 s'ouvre le procès des époux Balkany devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Isabelle Balkany est absente. Elle a fait une tentative de suicide. Dès la première audience, le maire de Levallois fait le spectacle. Son mari, qui est à 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui l'a pensée morte. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Et baissez le micro. C'est ma femme qui a 71. Oui, c'est pas bien grave. Si, mais je le dis quand même. Ouais. Vous verrez quand vous... Arrête. Il y a le procès dans la salle d'audience, où Patrick Balkany est confronté au dossier qui est accablant, et pour lequel il n'a aucune réponse. C'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, il a refusé de se rendre aux convocations du juge Van Ruynbeck. C'est parce qu'il n'a rien à opposer à ça, Balkany. Il y a une montagne de détournements pendant des dizaines d'années, avec 3 maisons qui sont là et qui sont ses maisons. L'enquête a démontré que c'était à lui, que tout concourait à eux, et qu'ils en étaient les seuls véritables bénéficiaires. Donc il n'a pas d'explication, Balkany. Donc dans l'enceinte du tribunal, ça va être des moments très difficiles pour lui. Et puis le deuxième procès, c'est celui en dehors de la salle d'audience, où là, Balkany, même s'il a passé une après-midi horrible, fait comme si de rien n'était et fait campagne. Parce qu'on est avant les municipales, il a toujours espoir de se représenter, de faire un nouveau mandat à la mairie de Levallois. Et là, en sortant de la salle d'audience, il fait campagne pour expliquer qu'il est victime des juges. Patrick Balkany n'a jamais voulu envisager la peine de prison. Je me souviens l'avoir appelé pour le soutenir vendredi 13 septembre 2019 en lui disant que j'étais de tout cœur, et ce qui était sincère, puisqu'à l'époque j'avais beaucoup d'amitié et de sympathie pour eux et de respect. Mais il m'avait dit, mais non, mais mon petit David, je serai là ce soir et on fêtera ça ensemble. Bon. Patrick Balkany se trompe lourdement. Condamné à de la prison ferme pour fraude fiscale, il est incarcéré le jour même à la prison de la Santé à Paris. Même verdict pour Isabelle, qui est laissée en liberté. En appel, le jugement est confirmé, assorti pour tous les deux de 10 ans d'inéligibilité. Contraint forcé, les Balkany cèdent la place à la mairie de Levallois. Patrick Balkany demande à Agnès Petit-Dumas et moi de mener la campagne des municipales. Tout se passe très bien, tant et si bien qu'on arrive au premier tour à 35%. Et en fait, le point de rupture pendant la campagne, juste avant le premier tour, ça a été ce moment où il y avait une petite musique au fur et à mesure, où on me disait « Ah bah ouais, et puis moi, puis ce serait bien si j'avais un petit boulot à la SEM, et puis Isabelle, elle pourrait continuer à diriger la com, à s'occuper de l'info Levallois, etc. » Ce qui n'avait jamais été discuté avant. C'est-à-dire que jamais il m'a dit « Je souhaite que vous soyez candidate, mais à condition qu'Isabelle et moi gardions des postes au sein de cette mairie. » Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit « Oula, pour moi, prendre la suite, c'est prendre la suite. C'est pas prendre la suite sous la tutelle d'eux ou prendre la suite avec quelqu'un qui m'explique comment faire. » Parce que, évidemment, le côté « moi, je resterai dans les parages à la SEM, et puis peut-être que j'aurai un bureau, etc. » Je me suis dit « Non, ça marchera pas. » Et je lui avais dit « Monsieur le maire, on va être clair,
j'entends partout que Isabelle va devenir directrice de la com, etc. C'est impossible. Donc moi, quand on me pose la question, parce que les journalistes commençaient à me poser la question, Isabelle Balkany à la com, j'avais dit à Patrick Balkany, moi quand on me pose la question, je réponds non. Isabelle Balkany n'ira pas à la com. Et il m'avait répondu cette phrase, vous répondez ce que vous voulez, mais vous le ferez. On est reconnaissant de tout ce qui a été fait, comme beaucoup de Levalloisiens dans la ville, mais leur place n'était plus à la mairie, et leur place n'était plus dans l'action municipale. Et là, patatras, ils l'ont très mal vécu. Ils ont considéré que c'était une forme de traîtrise. Peut-être imaginaient-ils qu'on serait les marionnettes du couple Balkany par la suite. Or, ce n'était pas du tout dans le deal. Donc moi, à ce moment-là, je recevais des SMS de Patrick Balkany qui me disait « Vous m'avez trahi de la pire des façons, je vais tout faire pour vous faire battre, et quand je m'engage dans quelque chose, je réussis. » Le 12 février 2020, Patrick Balkany est remis en liberté pour raison de santé et le couple est soumis à une obligation de résidence. Aujourd'hui, il se retrouve avec un bracelet électronique et ce n'est pas à moi de juger, je pense que c'est une sentence bien clémente finalement. Pouvoir disposer d'un bracelet dans un manoir qui est quand même très agréable, il y a pire. Leur état de santé l'exige et quelque part, je n'ai pas à commenter une décision de justice, mais il y a des gens qui ont des conditions de détention bien pires. Le règne des Balkany se referme à Levallois. Une ville qu'ils ont transformée de fond en comble et qui gardera longtemps leur empreinte. Je pense que Patrick Balkany a été un grand maire de Levallois. Je pense que s'il avait pu se représenter en 2020, il aurait été réélu maire de Levallois. Parce que les gens ont quand même, je dirais, la reconnaissance du travail qui a été effectué. Le vrai problème, c'est de ne pas avoir été capable de tracer une ligne entre ce qui était l'argent politique et d'avoir utilisé une partie de cet argent à des fins personnelles. Ça, c'est sa faute. C'est très triste que ces affaires aient entaché finalement tout ce travail incroyable qui a été fait pendant 40 ans. On a donné les clés de cette ville à une nouvelle équipe qui a un héritage extraordinaire. À eux maintenant d'en faire bon usage. Ça a été un excellent maire. Et je défie quiconque aujourd'hui de dire que Patrick Balkany n'a pas été un bon maire. Quand on voit le Levallois de 1983 et quand on voit le Levallois d'aujourd'hui, le travail qu'il a fait est remarquable. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le Levallois a pâti des affaires de Patrick et Isabelle Balkany. Qu'eux en aient pâti, c'est évident. Regardez la fin elle est terrible. Quand je vous dis que Patrick Balkany a été un excellent maire, je ne suis pas sûre, malheureusement pour eux, que ce soit ce qu'on retienne quand on parle aujourd'hui de Patrick Balkany. Le plébiscite que les Levalloisiens finalement accordaient à chaque élection était la preuve qu'ils étaient indulgents sur ces écarts de conduite, parce que quand vous êtes électeur, ce qui vous intéresse, c'est comment votre ville est gérée au quotidien, est-ce que les services qui vous sont proposés sont de qualité ou pas. Quand la question est posée tous les 6 ans, est-ce que vous voulez reconduire telle ou telle personne aux responsabilités, ils font la part des choses entre le côté sulfureux et puis le côté efficacité dans l'action. On ne peut pas être maire si on n'aime pas profondément les gens, si on n'aime pas profondément sa ville. C'est une véritable histoire d'amour. Et elle se termine, comme dans nombre de divorces, par de la haine, des regrets, de l'amertume, du ressentiment de part et d'autre. À l'image de ces années fric de la République, où l'on pouvait croire que tout était permis, sans en mesurer les conséquences. La vraie question qu'il faut se poser, c'est de se demander comment en France, un élu peut détourner le premier euro. Le sujet des Balkany, il est accessoire. Il faut qu'on ait des élus qui soient impeccables, parce que quelque part, c'est notre argent et c'est pas une lubie morale. On n'est pas là, on n'est pas des parangons de la morale. On rappelle juste ce qui doit être et ce qui est de l'intérêt du collectif. C'est très compliqué parce que nous ne sommes pas la Suède, nous ne sommes pas l'Allemagne, nous ne sommes pas le Danemark. En France, on laisse filer les choses. La justice intervient quand elle intervient, avec beaucoup de retard, et elle laisse les hommes politiques parfois prendre des habitudes qu'ils ne devraient pas prendre, mais qu'on les tolère.
Les Balkany, ils auraient été recadrés dès le départ. Je pense que ce qui a pu se passer ne se serait jamais produit. Aujourd'hui, il y a encore des scandales politico-financiers. Certains émergent et d'autres pas encore, parce que les juges ont plus de mal à tracer les espèces. Donc c'est toujours pareil. J'allais dire, les voleurs ont toujours un temps d'avance sur les gendarmes. Maintenant, là où je peux nuancer mon propos, c'est que je pense que le délire des années 80 ou 90, c'est terminé. Parce que c'était trop gros, parce que c'est trop voyant, parce qu'il y a trop de risques, et parce que les politiques savent aujourd'hui que quand ils sont attrapés, c'est plus des relax, c'est plus une condamnation symbolique, ça peut être de la prison ferme. Il y a toujours des malversations, elles empruntent des formes nouvelles, et les autorités de répression doivent traquer cet argent qui reste de l'argent sale. Et nous, journalistes d'investigation, il ne faut pas qu'on lâche, il ne faut pas qu'on se fie aux apparences, il faut qu'on continue à investiguer sur ces formes de corruption moderne qui sont toujours aussi choquantes. L'affaire Balkany, c'est un peu les méthodes de l'ancien temps. Et n'oublions pas non plus que la mondialisation fait que les circuits financiers sont de plus en plus compliqués. Donc effectivement, la corruption évolue d'année en année. Et elle évolue de plus en plus vite. Des Balkany, on a eu des dizaines, et à des niveaux encore beaucoup plus élevés que lui. C'est un problème qui était le problème de la démocratie française à l'époque, du fonctionnement de cette démocratie. Ça ne s'est pas arrêté au niveau d'un Balkany, non. C'est un symbole des années fric, mais c'est aussi le symbole, je dirais, de la qualité en France du personnel politique. Tu marches fièrement dans ta ville, où tout le monde te voit comme un roi. Tu as rendu la vie plus belle pour ceux qui habitent le Valois. Les entreprises viennent à l'appel, mais pas trop les logements sociaux. Du coup ta ville est bien plus belle, c'est vrai que les pauvres, c'est pas beau. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand.